Bien, nous nous étions arrêtés sur la partie qui concernait les différentes innovations qui apparaissent lors de la Renaissance, hein, notamment donc l'invention de la peinture à l'huile par les peintres hollandais comme Van Eyck ici présent, l'utilisation également de plus en plus de toiles et non plus de supports en bois comme du bois de chêne par exemple. Et puis ici, on le voit également, l'utilisation de la perspective, hein, qu'on avait déjà vu avec, par exemple, l'école d'Athènes, hein, en document introductif de cette partie sur la Renaissance. Euh, et donc, ce point de fuite est de plus en plus utilisé, donc avec des lignes qui convergent vers le centre de l'œuvre pour donner donc une impression de profondeur, hein, impression de profondeur qui est complétée par des couleurs qui s'estompent quand on va dans le lointain, hein, avec une technique qui est notamment utilisée par Léonard de Vinci et qui a été développée par Léonard de Vinci qui s'appelle le sfumato, hein, c'est-à-dire cette espèce de brume dans le lointain qui donne une impression de profondeur. Diminution également de la taille des personnages, hein. Vous voyez que les personnages qui sont représentés au second plan sont beaucoup plus petits. Donc encore une fois, ça contribue à donner de la perspective et cette perspective, eh bien, elle est faite dans un souci de réalisme. Donc, donner davantage de profondeur pour donner davantage aussi de réalisme. Cette perspective, vous pouvez la retrouver ici dans une des œuvres les plus célèbres de Léonard de Vinci, qui montre au passage que Léonard de Vinci n'a pas peint que des œuvres profanes, hein. La plupart des œuvres qui ont dominé sa peinture, c'était des œuvres sacrées, comme la Seine par exemple. Eh bien, ici, vous avez l'Annonciation, parce que c'est un ange, donc l'ange Gabriel, qui vient annoncer à la Vierge Marie que bientôt elle portera Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui vient sauver les hommes, hein. Donc c'est la première GPA ou grossesse pour autrui de l'histoire, hein. Donc vous voyez, Marie était une avant-gardiste, hein. Et donc on voit très bien le point de fuite qui est présent donc au cœur de l'œuvre, hein, ici. Vous allez voir donc différentes lignes qui convergent et qui fait que notre œil est attiré sur ce point de fuite. Et cette impression de profondeur est renforcée par, je vous disais, cette technique du sfumato, donc des brumes qui se perdent dans le lointain et qui donne une impression donc de profondeur. Donc toutes ces lignes qui convergent, hein. Et puis voilà, quand on zoome sur le lointain, donc il y a également le souci du détail et cette technique un peu brumeuse va donner donc une impression de profondeur. Et vous voyez d'ailleurs que les détails sont de plus en plus petits, encore une fois, pour donner un sentiment de profondeur, un peu comme lorsque vous regardez un paysage, que vous regardez à l'horizon, et bien forcément, il y a les différents éléments qui vont décroître en termes de taille, de détail également. Et quand on va effectivement dans le très lointain, eh bien on devine des monts, mais ils se perdent dans la brume, ils se perdent dans la profondeur. Donc vous voyez un peu le souci de ces artistes de la Renaissance de donner davantage de réalisme à leurs œuvres. Donc il y a également un fort intérêt pour la nature, hein, qu'on trouve dans de nombreuses œuvres, avec un souci encore du détail, de la représentation végétale des différents éléments dans les œuvres. Bon, différents éléments géométriques également qu'on retrouve dans ces œuvres, hein, avec des lignes qu'on pourrait presque dessiner pour montrer que l'œuvre est partagée en plusieurs parties en fait, avec effectivement une grande symétrie entre d'un côté l'ange à gauche et la Vierge à droite, avec au centre différents éléments qui permettent de rendre symétrique cette œuvre. Bon, différents axes de symétrie qui partagent cette œuvre, hein, des axes verticaux comme des axes horizontaux. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de comparer justement l'évolution des techniques avant et après la Renaissance. Donc ici, vous avez deux œuvres qui sont similaires. La deuxième qu'on vient d'étudier, donc l'Annonciation, faite par Léonard de Vinci en 1472, et l'autre, c'est la même œuvre, du moins c'est le même thème, toujours une Annonciation, donc toujours l'ange Gabriel, bon, qui est accompagné d'un autre ange, qui vient s'adresser à la Vierge Marie, mais sauf cette œuvre a été peinte
plus de 150 ans plus tôt, hein, puisqu'on dit entre 1320 et 1348 contre 1472. Euh, les supports sont identiques, hein, c'est du bois, une huile sur bois, donc ce ne sont pas des œuvres qui ont été peintes sur une toile, hein, d'autant plus que je vous ai dit que les toiles apparaissaient avec la Renaissance, donc il est sûr qu'au XIVe siècle, il n'y avait pas de toile. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement ces deux œuvres et de voir ce qu'a permis l'évolution des techniques. Et lorsqu'on regarde cette œuvre, celle d'au-dessus, celle de Bernardo Daddi, eh bien, on a vraiment l'impression d'une œuvre qui serait presque en deux dimensions. On a presque l'impression d'une œuvre qui est dans une boîte. Et on voit qu'il y a finalement, regardez, quand vous regardez à l'arrière-plan, il y a aucune profondeur. On a vraiment l'impression, pour être peinte dans une boîte de chaussures, en fait. Les artistes ne savaient pas représenter la profondeur, ou du moins le faisaient mal. Ils n'avaient pas les techniques qu'avaient les artistes de la Renaissance, alors que lorsqu'on regarde l'œuvre de Léonard de Vinci, eh bien oui, on a l'impression d'une œuvre en trois dimensions, avec de la profondeur qui est donnée à cette œuvre à travers les différentes techniques que l'on a vues. Donc regardez bien, une œuvre avant la Renaissance, une œuvre après la Renaissance. Ensuite, eh bien, le développement des connaissances en mathématiques des artistes de la Renaissance ben, va se retrouver dans l'architecture. Donc, les artistes de la Renaissance, qui sont des artistes complets, à l'image de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange, mais ici, plus particulièrement Léonard de Vinci, eh bien, c'est lui qui, grâce à ses connaissances mathématiques, va créer cet escalier à double vis que l'on trouve dans le château de Chambord, hein. Le château de Chambord, c'était le plus beau château de la Loire réalisé par François Ier, hein. Et donc, Léonard de Vinci a réalisé l'exploit de créer cet escalier qu'on dit à double vis, parce que lorsque vous montez ou lorsque vous descendez, en fait, vous croisez jamais les gens. C'est-à-dire que les gens qui montent ne croisent pas les gens qui descendent. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire un double escalier, en quelque sorte, qui s'entoure entre le pilier central et qui fait que les gens qui montent et les gens qui descendent ne vont jamais se croiser. Donc c'est grâce au progrès mathématique que un artiste comme Léonard de Vinci a été capable de réaliser cet escalier à double vis. Les progrès mathématiques se voient également dans la réalisation de dômes gigantesques. Alors ce qu'on appelle un dôme, c'est ça, hein, cette espèce de coupole qui surplombe ces édifices religieux. Donc ici, on a la plus grande basilique du monde jusqu'à ce que celle de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire la dépasse. C'est la basilique Saint-Pierre à Rome, donc la basilique du pape, hein, au Vatican. Et donc vous avez ce dôme dont on voit l'intérieur qui est gigantesque et qui a été réalisé par les artistes de la Renaissance en utilisant donc des techniques mathématiques, des techniques de physique pour permettre à ce dôme qui est gigantesque et donc extrêmement lourd, de pouvoir être supporté par un jeu de colonnes, de contreforts, d'équilibre, qui suscite toujours aujourd'hui l'admiration des architectes. Et vous avez également l'un des dômes les plus célèbres qui se trouve à l'église Santa Maria della Flore. C'est l'église, du moins la cathédrale Santa Maria de la Flore, c'est-à-dire Sainte Marie de la Fleur, que l'on trouve à Florence. Donc Florence, haut lieu de la Renaissance italienne, hein, ville natale ou presque, il est né à proximité de Michel-Ange. Eh bien, lorsqu'il y a eu la réalisation de ce dôme, un concours a été organisé à Florence et c'est un artiste italien de la Renaissance qui s'appelle Brunelleschi qui l'a gagné et qui a réussi à réaliser ce dôme dont vous voyez l'intérieur ici. Et ce dôme qui comporte en son sein des ouvertures qui permettent de faire entrer la lumière, eh bien, aujourd'hui encore, des architectes du 21e siècle l'étudient en détail parce que ce dôme a survécu dans une région en plus sismique, hein, la Toscane, et depuis plus de 500 ans, ou du moins depuis 500 ans, donc depuis 5 siècles, il est toujours sur pied, et c'est un dôme qui est gigantesque. Et les architectes donc, du 21e siècle étudient toujours ces techniques pour essayer de comprendre comment ces artistes, avec les connaissances qu'ils avaient de l'époque, ont réussi à réaliser de telles constructions. Donc ça vous montre bien tous ces progrès techniques, les progrès dans le domaine architectural, mais les progrès aussi dans le domaine de la peinture, avec l'utilisation de la peinture à huile pour faire ressortir davantage les couleurs, les sentiments, l'utilisation des toiles, l'utilisation de nouvelles techniques comme la perspective, ont permis donc à l'art de se renouveler.
C'est pour ça que la Renaissance n'est pas uniquement une copie de l'Antiquité, elle s'inspire de l'Antiquité, elle s'inspire de l'humanisme, elle met l'homme au cœur de ses œuvres, mais la religion reste encore largement majoritaire et également l'art de la Renaissance euh, est un art qui s'est renouvelé, qui s'est perfectionné avec l'utilisation de très nombreuses techniques. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. Nous en avons fini pour ce cours, du moins pour ce grand A. Et lors de la suite, eh bien, nous verrons justement comment le statut de l'artiste va s'affirmer pendant cette période qu'on appelle la Renaissance et comment l'artiste va cesser d'être un artisan pour devenir un véritable artiste avec le sens que l'on donne à ce terme aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et j'attends évidemment que vous me renvoyiez votre travail sur la chapelle Sixtine et Michel-Ange.